Grasse matinale, l'interview politique. Amis auditeurs, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière partie d'émission avec l'interview politique de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate dans la 9e circonscription de Paris pour la NUP. Nous sommes ravis de vous accueillir pour votre entretien politique et je cède tout de suite la place à Thomas Pérou, notre chroniqueur politique. Thomas, bonjour. Bonjour. Et Victor Voilet, notre deuxième chroniqueur politique. Victor, bonjour. 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 Pour commencer, Sandrine Rousseau, j'aimerais vous poser une question sur le moment politique que nous traversons. L'union de la gauche n'avait pas eu lieu au niveau national depuis des décennies. Et en quelques semaines, elle vient de se produire. Comment vivez-vous cela ? Comme un moment historique, et je suis même pas sûre qu'elle ait jamais eu lieu dans l'ampleur dans laquelle elle a lieu aujourd'hui. C'est pour moi un moment de renouveau, de naissance de quelque chose et de naissance d'une gauche écologiste en fait, ce qui n'a jamais été réellement présent dans le pays. Et là, je crois que il faut, les électeurs et électrices pendant le premier tour de la présidentielle ont envoyé un message clair, c'est que finalement, peu importait au fond le leadership du moment qu'on gagnait et que vraiment on changeait la vie des gens dans ce pays et notre avenir. Et ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que les partis politiques qui n'avaient pas entendu ça pour la présidentielle, finalement l'ont entendu pour les législatives. Et maintenant, c'est aux électeurs et électrices de se déplacer en masse parce que nous, on a fait le job et c'est pas un job facile. Et justement, quelles sont les stratégies ? Comment comptez-vous justement remobiliser les gens à la suite de ce second tour ? Parce qu'on sait que c'est particulièrement difficile en temps normal. J'ai l'impression qu'on ne va pas avoir beaucoup d'efforts à faire parce que j'ai le sentiment qu'au contraire, les gens attendent avec beaucoup d'impatience de pouvoir voter, de glisser un bulletin dans l'urne et que quelque chose est en train de se passer qui n'est pas très palpable, mais qui par contre est très présent partout, de se dire que enfin l'espoir naît de quelque chose. Et on sait que les différents accords là ont eu lieu durant les négociations. Il reste cependant un vote du Bureau national du Parti socialiste qui doit avoir lieu bientôt. Pensez-vous qu'il peut y avoir un blocage à ce niveau ou bien pour vous, c'est déjà fait et c'est déjà joué d'avance? Ah non, j'attends avec impatience aussi le résultat de ce bureau national. Je salue vraiment le travail d'Olivier Faure, qui est un travail patient, courageux, ardu. Et j'ai le sentiment que peut-être que ce moment est aussi un moment de clarification, enfin, j'ai envie de dire, de la ligne du Parti socialiste, qui a, à mon avis, joué dans les divisions à gauche et dans notre incapacité à nous unir avant la présidentielle. Et joue encore, peut-être, parce qu'on a vu les réactions de certains critiques, notamment Stéphane Le Foll, Bernard Cazeneuve ou encore François Hollande. Est-ce que ces gens, pour vous, font toujours partie justement de la scène politique ou bien est-ce qu'ils ont un rôle un peu extérieur ? Comment est-ce que vous analysez leur réaction actuellement ? Est-ce qu'elle pèse réellement pour vous ? C'est pas à moi de décider qui est dans la scène politique et qui n'est pas dans la scène politique, mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas à ceux qui ont porté les lois sur la déchéance de nationalité, sur l'absence d'ambition écologique, les lois sur le travail, sur la mise en concurrence aussi des lignes de train par des bus. Enfin, faut se souvenir quand même de tout ce qui s'est passé durant ce quinquennat. C'est pas à eux de nous expliquer la gauche, d'aucune manière. L'accord de Paris, c'est pas quelque chose de... C'est vraiment... ça paraît important quand même, un premier pas, non ? C'est à mettre au crédit du quinquennat. Oui, de François Hollande. Alors c'est peut-être pas suffisant, mais c'est un point de l'accord départ. de Paris, c'est un accord international, donc oui, ça s'est fait à Paris. Moi, je suis pas sûre que ce soit François Hollande qui soit... Avec un effort de la diplomatie française assez conséquent quand même. Oui, et c'est un moment très important, c'est la première fois, sauf que rien n'a été suivi d'effet d'après et qu'on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et même de nos engagements. Donc bon, voilà, oui, on a eu un beau sommet, on a eu une belle signature. Je rappelle quand même que tout ce qui était sorti de cet accord de Paris ne permettait déjà pas de rester en dessous de 1,5 degré et que depuis, ça n'a fait que s'empirer. Donc oui, on a une belle photo et cette belle photo est liée à François Hollande, je vous l'accorde. Et en ce qui concerne plus particulièrement votre parti, Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous avez le sentiment qu'un cap a également été franchi lors de ces négociations, une forme de recomposition semblable à ce qu'on a pu voir au sein du PS notamment ? Je pense que la stratégie a été interrogée en tous les cas. D'accord. Oui, justement, sur ce point, c'est assez frappant de voir que Yannick Jadot n'a pas été présent durant ces négociations. On l'a très peu entendu à la suite du second tour. Est-ce que c'est un tournant aussi dans la représentation actuelle de votre parti ou bien ça fait une forme de continuité avec ce qui avait déjà lieu auparavant ?
On savait qu'il y avait des lignes différentes qui étaient présentes au sein du parti, mais là, après le score qui a été le sien, faut aussi comprendre qu'il y a quelque chose d'humain qui se passe, que ça n'est pas simple, et que donc moi je propose qu'on respecte aussi ça, quoi, et on respecte la personne, parce s'il y a bien une chose qu'on peut lui accorder et que je lui accorde sans aucun problème, c'est qu'il a mis toute son énergie et tout son temps à cette campagne et qu'il a tout fait pour que ça marche. Après, nous n'avions pas la même vision stratégique, dont acte, mais on ne peut pas lui reprocher ça. Et justement, sur le fondement de cette divergence stratégique, est-ce que vous pensez que votre score aurait été meilleur si vous aviez été la candidate d'Europe Écologie Les Verts ? Ce qui me semble surtout intéressant dans la séquence, c'est que probablement cela ne se serait-il pas passé de la même manière et que j'aurais regardé l'union d'un autre œil. C'est-à-dire ? J'ai toujours porté dans la primaire le fait qu'il fallait une union de la gauche. Et je pense même que c'est ça qui m'a fait perdre la primaire en vrai. Et aujourd'hui, force est de constater que peut-être on aurait dû y réfléchir. Donc l'union à gauche, c'est un petit peu la ligne Sandrine Rousseau à ELV qui reprend du poil de la bête. C'est le moment politique, c'est la stratégie gagnante et c'est ce qui va nous faire imposer la cohabitation. Et pour revenir donc sur cette union, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler à présent, quel rôle pensez-vous jouer avec le pôle écologiste qui s'est un petit peu constitué durant les négociations auxquelles vous appartenez? Quel rôle vous allez jouer concrètement dans cette union? Je joue un rôle que vous avez déjà vu, c'est-à-dire un rôle de lien, un rôle de facilitatrice peut-être, de celle qui défend cette union, mais je suis pas toute seule et j'ai été rattrapée par plein de gens et c'est très bien comme ça. Ouais. Et parmi donc les mesures qui sont mises en avant dans cette union, si la tentative donc de cohabitation fonctionne, si l'ensemble, des candidatures qui ont été investies actuellement parviennent à être élues, quelles seront pour vous les mesures qu'il faudra mettre en œuvre très rapidement? Les mesures essentielles, est-ce que ça sera d'abord les retraites, la question du blocage des prix ou bien d'autres types de mesures? Pour que la transformation écologique qu'on appelle de nos voeux puisse être mise en place, pour que la bifurcation écologiste, si on prend les termes de Jean-Luc Mélenchon, si la rupture écologiste, si la radicalité écologiste, et là je pense avoir dit à peu près tous les mots de cette union de la gauche, en tous les cas, si on veut prendre un autre chemin en matière d'écologie, il faut commencer par le social. C'est-à-dire qu'il faut rassurer sur le fait que ça ne soit pas au détriment des plus fragiles, mais qu'au contraire, ça renforce la position des plus fragiles et que ça permette de les inclure dans la société et dans les changements qui sont à faire. Donc pour moi, la première mesure à prendre, c'est l'augmentation des bas salaires, c'est l'augmentation des minima sociaux, c'est la retraite à 60 ans avec la reconnaissance de la pénibilité. C'est vraiment ces mesures sociales qui sont très emblématiques. En premier, pour dire, voilà, on prend soin de vous, mais maintenant il va falloir aussi accepter des transformations écologiques d'ampleur parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on le fait actuellement. Un autre sujet central parmi ceux qu'a cité Victor, c'est aussi celui de l'égalité homme-femme. On sait qu'à droite et au centre droit, des noms de premières ministres ont été évoqués par-ci par-là. La droite a même proposé, donc la droite républicaine a même proposé une candidate. Ne regrettez-vous pas que cette nouvelle union à gauche ne propose pas une première ministre femme, mais Jean-Luc Mélenchon ? Il y a une question de leadership issue de la présidentielle, mais j'espère bien et je ferai tout et je mettrai tout mon poids pour que si cohabitation il y a, le gouvernement soit absolument paritaire et pas paritaire de façade, c'est-à-dire qu'on donne pas aux hommes les ministères les plus régaliens et les plus importants et puis aux femmes les secrétariats d'État, mais ça je fais confiance à tout le monde pour que ça se passe comme ça parce que je pense qu'il y a un paquet de féministes quand même dans cette NUP ou cette NUPES. C'est un point qui a été évoqué dans les négociations, c'est quelque chose qui est encore totalement sous les radars. Ce qui a été évoqué dans les négociations, c'est l'importance d'arriver à un groupe paritaire à l'Assemblée nationale. Et donc après, évidemment, ce groupe se projettera dans le gouvernement et sera aussi paritaire. Et pour revenir un petit peu sur donc l'hypothèse d'une cohabitation, est-ce que vous ne craignez pas que le contexte économique et géopolitique, avec là une inflation assez forte qui semble arriver, ne rende plus difficile l'application du programme que vous portez avec cette nouvelle union de la gauche ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation, c'est typique d'une crise écologique non gérée. C'est-à-dire que pourquoi on est en inflation? Parce que on est dépendant et dépendante des énergies fossiles, parce que il y a des conflits et notamment le conflit en Ukraine qui modifie le prix du blé et des matières premières. Mais ça,
faut bien comprendre que ça va s'amplifier. Donc en fait, là, on est déjà dans les premières crises écologiques, même si évidemment on ne les identifie pas comme ça, parce que c'est évidemment l'invasion de la Russie en Ukraine et que c'est ça en premier, mais derrière, cela génère des crises écologiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous lisez les rapports du GIEC, mais depuis maintenant des années, ils disent que s'il y a une conséquence certaine du réchauffement climatique, c'est que ça va augmenter le niveau de conflictualité dans le monde. Donc en fait, c'est en cela que moi je prône une radicalité environnementale, une radicalité écologique, pour se dire qu'on ne peut plus dépendre de cours mondiaux du blé, ou on ne peut plus dépendre des énergies fossiles comme on en dépend aujourd'hui, et que c'est ça qui protège en fait de l'inflation les plus fragiles. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de pétrole, quelque part, si le cours du pétrole s'enflamme, ça n'est pas grave. Si vous avez des producteurs locaux qui vous fournissent en blé et en matière alimentaire, vous ne dépendez pas de la crise en Ukraine. Et c'est vraiment cette écologie-là qu'il faut qu'on mette en place. Même avec une interconnexion des prix des matières premières, parce que en fait, finalement, si le prix du pétrole augmente et que subissent en tout cas cette augmentation certains États, pays producteurs de biens et de services plus que les autres, nécessairement il y a une augmentation des prix. C'est-à-dire que cette interconnexion des biens, des prix, etc., elle requiert en fait un changement systémique global ou pas de changement du tout. Oui, et c'est un changement systémique global que j'appelle de mes voeux et que j'espère bien transformer en politique publique le plus rapidement possible. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose à comprendre, par exemple, sur l'agriculture. Aujourd'hui, le premier intrant en valeur, donc le premier input, la matière première la plus importante dans les produits agricoles, c'est le pétrole. Puisqu'en fait, c'est du pétrole que dérivent les engrais, les pesticides, et que c'est aussi dans une agriculture très mécanisée, le pétrole qui fait avancer les tracteurs, etc. Donc, aujourd'hui, le premier intrant de l'agriculture, c'est le pétrole. Revenir à une agriculture paysanne de proximité et biologique, c'est ne plus dépendre du pétrole. Donc même si le pétrole s'envole, le prix du pétrole s'envole, si vous avez une agriculture de proximité, les prix de vos pommes comme de vos pommes de terre ne changent pas. Et vraiment, là, je crois qu'on est dans un moment de démondialisation, et je pense qu'on est dans un moment de relocalisation de l'économie, non pas dans des frontières nationales, mais dans des frontières géographiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit à proximité et qu'on repense l'autonomie des populations, parce qu'on l'a vu pendant la crise du Covid, on doit absolument penser ce dont on a absolument besoin pour vivre de manière très immédiate et pour vivre heureux et heureuse. C'est-à-dire pas survivre, mais vraiment vivre, et sans forcément aller dans un magasin acheter le dernier truc à la mode. Et vous parlez d'autonomie, d'autres pendant la campagne ont employé le terme de souveraineté, ça a été très présent notamment suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que vous pensez justement que la question de la souveraineté énergétique, alimentaire et aussi du protectionnisme, puisque ça doit passer par là en partie, va être au cœur des débats qui vont arriver? Et est-ce que vous y êtes favorable? Je ne parle pas de souverainisme, je parle vraiment de relocalisation, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire que moi qui ai passé une bonne partie de ma vie à Lille, à côté de la Belgique, peu importe que les produits viennent de Belgique ou de France, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça fasse un nombre de kilomètres restreint pour arriver jusqu'à votre assiette et qu'on ne dépende pas de camions et de cours internationaux. Donc, en fait, ça passe pas forcément par du protectionnisme, ça passe par un changement d'approvisionnement, et puis ça passe par quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas, qui est qu'il faut qu'il y ait un prix à la pollution de la planète. Aujourd'hui, si vous détruisez la planète, c'est la chose la plus gratuite qui soit. Vous payez tout, vous payez l'éducation, la santé, vous payez tout. Le seul truc qui soit gratuit, c'est la pollution que vous générez pour les autres. Donc le carbone aujourd'hui doit être payant. Je sais, quand je dis ça, ça n'est pas populaire, mais on doit absolument modifier les choses. On est complètement à l'inverse de la raison actuellement. Donc c'est pour ça que rendre le carbone payant, c'est aussi se passer du carbone et faire en sorte que l'on n'en ait plus besoin. Il y a un autre point un petit peu de clivage durant ces négociations, c'était celui, il me semble, du positionnement géopolitique. On a un petit peu parlé justement de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez trouvé un terrain d'entente par rapport à l'OTAN et à la stratégie de non-alignement défendue notamment par l'Union populaire pendant la présidentielle ? Alors la politique étrangère, c'est du ressort du président de la République, hein, donc là pour le coup, voilà, c'est de fait, pardon. Mais sur le non-alignement, excusez-moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon est revenu dessus en disant que c'était pas pour immédiatement. Vous avez J'ai tout fait, merci.
Excusez-moi, chers auditeurs et auditrices. C'est la question géopolitique qui a du mal à passer à gauche. Non, c'est juste un grain de poussière et ça n'a rien à voir avec la question géopolitique, mais en l'occurrence, l'OTAN... Donc Jean-Luc Mélenchon est revenu là-dessus et je pense que la guerre en Ukraine repositionne ça. Moi-même, j'étais pour une sortie du commandement intégré de l'OTAN. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus la priorité, mais que par contre, il ne faut pas lâcher le fait qu'il y ait une défense européenne et une stratégie de politique étrangère au niveau européen, et ça passe par une Europe renforcée, et c'est un des points de tension entre ELV et LFI, c'est qu'on ne peut pas renforcer l'Europe tout en la critiquant et en voulant en sortir. Donc en fait, il faut trouver les moyens de la transformer de l'intérieur et de la renforcer. Sandrine Rousseau, le temps file, donc avant de passer aux questions culture, une question de transition qui porte sur la question des politiques de recherche. Vous venez du monde de l'université. C'est quoi pour vous une bonne politique de recherche en faveur de cette transition systémique ? C'est une politique de recherche qui ne soit pas aussi dépendante qu'elle l'est actuellement des intérêts privés, ce qui quand même, parce que ça passe complètement sous les radars cette affaire, mais on a transformé la recherche et les chercheurs en des chercheurs de contrat avant tout, quand même, et ces contrats-là, pour partie, sont en lien avec le privé. Ça veut dire derrière le dépôt de brevets, ça veut dire que la recherche n'est pas forcément un bien commun, et du moins pas autant qu'elle devrait l'être. On l'a vu sur les brevets, sur les vaccins, par exemple. Les Pfizer et les autres multinationales ont énormément bénéficié de recherche publique pour faire les vaccins contre le Covid. Et en fait, aujourd'hui, on a une privatisation des profits, mais une mutualisation et une socialisation de ce que ça coûte, cette recherche. Et donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à retravailler de l'ordre de la recherche comme un bien commun, un bien collectif, et aussi une forme de contre-pouvoir. Parce que la recherche doit être indépendante des enjeux politiques et nous montrer le chemin. Et en l'occurrence, si on pensait la recherche comme ça, comme un contre-pouvoir, on regarderait les recherches sur le climat de manière très différente et non pas comme une espèce de positionnement dont on ne sait pas quoi faire, mais au contraire comme quelque chose qui lèverait les foules et qui lèverait la société civile. Puisque c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps sur la recherche parce qu'on doit vraiment passer au sujet culture. Thomas. On va essayer d'en parler un petit peu. C'est pas le sujet qu'on aborde le plus souvent, la culture, et pourtant c'est un sujet d'importance. Mais avant d'en arriver peut-être dans la culture, ou peut-être que c'est adossé à la culture, votre récit, c'est un récit de la radicalité, c'est un récit qui est parfois attaqué parce qu'on pourrait le qualifier d'excessif. Je sais pas s'il l'est excessif, mais en tout cas c'est ce qu'on peut en dire. Et on parle d'une union populaire qui rassemble la gauche, mais quand on gouverne, quand on est Premier ministre, on est Premier ministre de tous les Français. Comment est-ce qu'on élabore un récit qui soit capable de rassembler, y compris des gens de droite, y compris des gens qui font partie de la communauté nationale et pour lesquels il faudra aussi gouverner? Mais on gouvernera pour tout le monde. Et il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Déjà, la radicalité est-elle excessive? C'est le rapport du GIEC, encore une fois, qui parle de radicalité. C'est-à-dire qu'il pose le mot radicalité. Donc, à un moment donné, on peut ne rien croire, ne rien voir et ne rien entendre. Mais dans ces cas-là, on a cette responsabilité de ne rien voir, rien entendre et de ne rien croire. Donc là, c'est écrit. Donc maintenant, on doit le faire. C'est à mon avis notre responsabilité. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand vous dites qu'on a... On a à gouverner avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde politique tel qu'il se présente, et on l'a vu avec les forces en présence dans cette présidentielle, dit quelque chose de la peur d'un avenir. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des personnes qui veulent transformer cet avenir et ouvrir des portes vers quelque chose qui n'existe pas encore. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui se raccrochent à un passé précisément parce qu'ils ont peur de l'avenir. Je crois que notre responsabilité est de rassurer sur le chemin que l'on prend pour l'avenir. Parce qu'en fait, ce sont pour moi les deux faces d'une même médaille. Et cette même médaille, c'est l'anxiété pour nos enfants et pour ce qui va se passer. Donc c'est en cela que l'on gouverne pour tout le monde. Et c'est en cela qu'on a aussi des efforts de pédagogie à faire pour expliquer qu'il ne s'agit pas de transformer juste pour le plaisir de transformer et pour couper des têtes, mais qu'en fait, il s'agit de transformer pour créer les conditions d'un avenir commun serein. Et que cela, je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus. Thomas, c'est ta dernière question. La dernière question, c'est très compliqué. Alors peut-être, j'aimerais vous inviter, si vous êtes député, si l'Union populaire permet à Jean-Luc Mélenchon d'être Premier ministre, sur le plan culturel, quel serait le projet politique que vous voudriez porter, peut-être le plus urgent, le plus important, celui qui vous tiendrait à cœur?
Comme ça, là, à chaud. Oui, à chaud. Peut-être du programme de l'avenir en commun, si vous y adhérez, ou de ce que vous proposiez quand vous étiez Je vais candidat. dire un truc qui est complètement orthogonal aux grandes mesures de l'Union populaire, mais parce qu'on en parle trop peu et que du coup c'est un moyen pour moi de le mettre aussi à l'agenda. C'est la question de la petite enfance et de la gestion de la petite enfance, et notamment de l'enfance de l'ASE, de ce qu'on appelle l'ASE, c'est-à-dire les enfants qui sont placés et qui sont des abandonnés complètement de la République. Et un coucou à Lies Loufoque qui fait un travail absolument formidable, que j'ai croisé plein de fois, et je pense que maintenant il est temps que ce combat-là soit incarné dans des lois et dans des transformations. Ça, c'est une politique sociale. La question portait sur une politique culturelle. Ah bon? Oui. Vous aviez précisé culturel? Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Alors, mais Pardon. oui, c'est. Non, mais je vous en prie. Mais c'est aussi important ce que vous dites. Donc, ça me va bien. Mais une politique culturelle. La politique culturelle, c'est de porter une loi qui permette, par exemple, d'avoir un bien meilleur accès à la culture à l'école, parce que moi, j'aime beaucoup les modèles nordistes d'éducation où, certes, il y a comme fondamentaux lire, apprendre, compter, mais surtout, il y a aussi près de la moitié de la journée qui est consacrée à une forme d'expression de soi, de mise en confiance, et ça passe par la culture, ça passe par le sport, ça passe par plein de choses, et donc que la culture entre en tant que telle dans l'école et soit un vecteur d'émancipation, de construction personnelle, ça me semble important. La Grâce matinale, l'interview politique.